Bonjour, aujourd'hui on va revisiter la trigonométrie, mais la trigonométrie selon Eisenstein. Donc Eisenstein, c'est un génie mort trop tôt, probablement vers les 28 ans je crois, comme Abel, comme Galois aussi, et qui a tout de même le temps de prouver son génie, puisque Gauss pensait que Eisenstein allait révolutionner les mathématiques, vu comme il était parti. Et là, il reprend la trigonométrie à zéro. Il fait table rase. On oublie tout, on réfléchit, et c'est pas triste, mais c'est de la trigonométrie par Eisenstein. L'idée, c'est de partir de la construction naturelle des fonctions périodiques. On pourrait se demander pourquoi il fait ça, mais en fait, ce qu'il prépare, c'est un tremplin pour les fonctions qu'on appelle les fonctions elliptiques de Weierstrass. Et en gros, j'annonce, il va construire un morphisme de R sur Z, donc du groupe R sur Z, finalement, dans S1. Voilà. Bon, donc vous avez compris, un morphisme de R sur Z dans S1, c'est finalement, il va reconstruire la fonction qui à t donne exponentielle de 2 pi i t. Et de façon naturelle, évidemment, vous allez me dire, ouais, je peux le faire, je fais le développement. Mais il faut le faire de façon naturelle pour pouvoir être généralisé ensuite à quoi? Finalement, R sera remplacé par la suite par C, Z, ce sera remplacé par, vous voyez, C c'est le plan, donc Z il faut quelque chose de discret comme ça dans le plan, discret, tout est dit dans le mot sous-groupe discret finalement. Un sous-groupe discret de C, là ça va être un réseau, et S1 sera remplacé par la suite par une courbe elliptique, et on construira les fonctions elliptiques de Weierstrass. Mais c'est pas du tout, là c'est la motivation, c'est pas du tout le but ici de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de reconstruire la trigonométrie, mais sans angle, sans triangle, sans sinus et cosinus au départ. On va les retrouver uniquement par la notion, finalement, de périodicité. Et on va prendre une fonction de période 1. Alors, comment on construit une fonction périodique? C'est tout simple. On part d'une fonction réelle, et on la rend périodique de force en construisant f bar de x égale somme de f de x plus n dans Z. Du coup, oui, il faut que ça converge, il faut que ce soit prolongeable à C, que ce soit méromorphe sur C. Bon, il y a des situations qui font que, on va partir des fonctions epsilon k égale fk bar, où fk, c'est juste la fonction 1 sur xk. Comme ça, c'est naturel et ça va converger. En tout cas, absolument pour k supérieur ou égal à 2, on va prendre k entier positif. Et pour k égale 1, comme ça converge pas absolument, on prend une définition idoine. Epsilon 1 de x, ce sera la limite quand n tend vers l'infini de la série de m égale n moins n à n de 1 sur x plus n. Voilà. Parce que, comme on n'a pas convergence absolue, faut être précautionneux. Mais là, il va y avoir tout de même convergence, c'est-à-dire qu'on a 1 sur x, ici, pour n égale 0, m égale 0, pardon, puis ensuite on peut regrouper le terme en n et moins n. On regroupe ces deux termes, ce qui va nous faire 1 sur x plus n plus 1 sur x moins n, c'est-à-dire 2x sur x2 moins n2. Voilà. Donc on prend la somme ici pour n strictement supérieur à 0, et voilà notre fonction epsilon. Alors je vous préviens, en fait Eisenstein va prouver tout son talent, toute sa puissance de calcul, et puissance de créativité aussi, puisqu'il va créer les sommes d'Eisenstein, c'est ce qu'on va voir. Et dans cette vidéo, on lâchera un peu la pédale sur le calcul, on va dire on peut calculer ceci, on peut calculer cela, parce que c'est quand même, sinon la vidéo elle ferait 3 heures, si on devait montrer tous les calculs. Mais ici, ceci, en fait, on a de l'avance, en fait, et c'est ça l'idée,
finalement, parce qu'on connaît très peu les courbes elliptiques, mais par contre, on connaît très bien la trigonométrie, donc on sait ce qu'on veut montrer. On connaît les formules qu'on veut montrer, donc on a une idée, on a une étoile fixe, quoi, en quelque sorte, qu'on peut suivre. Bien. Et là, l'étoile fixe, c'est que ça, c'est pi cotangente pi x. Alors, je vous signale, pi n'a pas encore été inventé à ce stade-là. Il faut réinventer pi, il faut réinventer la cotangente. Donc, pourquoi ça c'est pi cotangente pi x? Eh bien, on le sait, à l'époque, vous décomposez cosinus xt en série de Fourier, donc vous regardez ça, vous fixez x, hein, et bon, alors x ne doit pas être entier, et vous regardez ça comme fonction de t, vous développez ça en série de Fourier, et vous avez ce développement-là, que vous spécialisez, vous évaluez t en pi, et ça vous donne exactement que epsilon 1 de x est égal à pi cotangente pi x. Voilà. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on a de l'avance, évidemment, puisqu'on connaît déjà la trigo quand on l'a fait. Juste un truc rigolo, petit exercice, calculer epsilon 1 de 1,5. Alors, évidemment, ici, juste pour vous échauffer. Ici, vous voyez que c'est cotangente, c'est pi cotangente, pi sur 2, donc ça va être 0. Mais déjà là, c'est 0, parce que epsilon 1 est une fonction impériodique, puisque on l'a construite pour être impériodique, et elle est impaire, d'accord? Bon, vous voyez, puisqu'on est parti d'une fonction, ici, 1 sur x, qui est impaire. Bon, et ben donc, impériodique et impair, ça veut dire que epsilon de 1 de 1,5, c'est égal à epsilon 1 de moins 1,5, mais c'est égal à moins epsilon 1 de 1,5, donc epsilon 1 de 1,5 est égal à 0. Vous voyez qu'on peut retrouver, on n'a pas besoin de la cotangente pour le faire en 1,5. Bon, ça c'était juste pour la blague. Ok. Maintenant, toujours pareil, Eisenstein veut montrer des choses qu'on sait déjà, mais il veut les montrer en ayant fait table rase. C'est-à-dire, epsilon 2, c'est epsilon 1 carré plus pi 2. Ben oui, pourquoi on le sait? Parce que epsilon 2, ben, c'est l'opposé de la dérivée de epsilon 1, d'accord? Puisque 1 sur x, quand on le dérive, ça fait moins 1 sur x2. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre l'opposé de la dérivée de pi cotangente pi x, et on sait que c'est epsilon 1 carré plus pi 2. Donc, il veut démontrer ça, mais attention, pi n'a pas encore été inventé à ce stade-là. Et on a aussi, parce qu'il faut bien voir on attend des morphismes ici, eh bien, il faut comprendre epsilon 1 de x plus y. Epsilon 1, c'est vraiment la fonction sur laquelle on se concentre, parce que ça va être la fonction limite, en quelque sorte, de notre programme. Et ici, epsilon 1 de x plus y, bah, si on a un peu d'avance, on comprend qu'il faut montrer que c'est égal à epsilon 1 de x, epsilon 1 de y, moins pi 2, sur epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y. Voilà. Voilà. Donc il faut montrer ça. Il faut montrer ça et il faut inventer pi. Eh ben, Eisenstein, il va le faire. Et je vous garantis, j'ai essayé de le faire, bah voilà, tout seul, quoi. Bah oui, bah c'était un grand moment de solitude. Wilson! Ici, n'en parlons pas. Ici, c'est encore pire. Alors, on va tout simplement ranger son ego et on va marcher sur les traces d'Eisenstein. Regardez. Première chose, epsilon 1 vaut 1 sur x moins 2, somme de zeta de 2k plus 2, x puissance 2k plus 1. Ou là, c'est la fameuse fonction de zeta de Riemann, ici. Bah, pourquoi? Bah, tout simplement, ici, hein, donc on prend epsilon 1 de x, on développe ça en x, c'est-à-dire qu'on met moins n2 ici en facteur, et on développe 1 sur 1 moins x2 sur n2. Voilà, donc ça c'est très facile. Et on regroupe les termes en n pour retrouver une jolie fonction, zeta paire d'ailleurs.
Donc s'il y a de zeta paires, c'est que généralement, vous devez le savoir peut-être, il y a des nombres de Bernoulli qui apparaissent. Vous voyez, on est déjà avec les nombres de Bernoulli dès qu'on veut un peu avoir des fonctions périodiques. C'est assez intéressant. Ce qui va faire que ça va être quoi pour nous pi dans cette histoire? Eh bien, on sait que zeta de 2, c'est pi 2 sur 6. Donc pi, ce sera la racine de 6 zeta de 2. Hein, voilà comment pi apparaît dans cette histoire. Bien. Alors, pour montrer ça, et je vous garantis que c'est d'une difficulté insurmontable, eh bien lui, il a surmonté, Eisenstein. Il a fait ça dans un papier de 47 qu'on peut trouver sur la toile, qui est bon, fort et émouvant. Et il construit, il invente les sommes d'Eisenstein. Alors qu'est-ce que c'est les sommes d'Eisenstein? Vous partez de P, Q, R. P et Q, vous voyez comme deux variables. R, c'est P plus Q. Voilà. Et comme R c'est P plus Q, vous divisez par RPQ, ça vous fait 1 sur PQ égale 1 sur PR plus 1 sur QR, évidemment. Et maintenant, vous dérivez par rapport à P et par rapport à Q. Mais après, vous pouvez faire des tas de dérivés hein, par rapport à l'un et par rapport à l'autre, n fois par rapport à l'un, m fois par rapport à l'autre, et ça vous donne des sommes d'Eisenstein, qu'ensuite vous spécialisez, bon, vous allez voir ce qu'on va en faire. Donc quand on dérive par rapport à P et par rapport à Q, on a 1 sur P2, Q2, égale, ici, 1 sur, bon, il faut multiplier par moins 1 évidemment, 1 sur P2, R2, ici on va avoir 1 sur Q2, R2, et puis quand on va dériver, on utilise Leibniz, hein, on va aussi obtenir, parce qu'on dérive deux fois finalement, 2 sur PR3 plus 2 sur QR3. Bien. Bon, ça, facile à voir. Maintenant, l'idée c'est de poser P égale X plus M, Q égale Y plus N moins M, Z, ce sera X plus Y, qu'on attend ici, et R, c'est X plus N, finalement, puisque c'est P plus Q. D'accord? Voilà. Et maintenant, cette somme d'Eisenstein, on va la sommer sur... On va en faire une moyenne. Hein? Une moyenne, on ne divise pas par le cardinal, parce que ce serait infini. Mais disons qu'on va la moyenner sur le groupe Z, croix Z. C'est-à-dire on a N qui décrit Z et M qui décrit Z. Donc ici, ça veut dire qu'on va avoir... exactement epsilon 2 de x, parce que c'est x, on a les x plus m ici, epsilon 2 de y, est égal à epsilon 2 de x, epsilon 2 de z, plus ici, on va avoir epsilon 2 de y, epsilon 2 de z, quand on va faire la somme sur m et n, là-dessus, plus 2 facteurs de, vous voyez qu'ici vous allez avoir r cube, donc ce sera epsilon 3 de z, facteur 2, et puis vous allez avoir 1 sur p plus 1 sur q, donc ici epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y. Voilà la formule qu'Eisenstein nous propose d'exploiter. Alors, moi je vais la modifier un petit peu. Regardez, ici je vais faire ça moins ça. Donc lui je le passe de ce côté-là et je vais mettre epsilon 2 de y en facteur. Et c'est epsilon 2 de x moins epsilon 2 de z facteur de epsilon 2 de y. Là je soustrais epsilon 2 de x, epsilon 2 de z. Et là j'ai 2 epsilon 3 de z que je préfère mettre sous la forme epsilon 3 de z moins epsilon 3 de x plus epsilon 3 de x. Voilà. Hein, ce sera mieux pour ce que je vais faire après. Facteur de epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y. Voilà. Maintenant, je fixe x. Alors, x n'est pas, évidemment, hein, vous savez, il ne doit pas être dans z. Hein, vous voyez bien pourquoi. Et je vais en faire un développement limité en y égale 0. Voilà. Je vais en faire, c'est Eisenstein qui le fait, il fait le développement limité
en y égale 0 pour obtenir des tas de relations. C'est-à-dire qu'avec deux variables et un développement limité, eh bien, en identifiant les développements limités, il va obtenir plein de relations. On va regarder ça. On part donc de cette formule-là. Et ici, je vais remarquer... Alors, bon, j'allège un peu les techniques calculatoires, mais regardez quand même comment ça marche. On prend 1 sur x2 moins 1 sur x plus y carré, parce que ça, c'est la fonction qui, quand on va la rendre périodique, va nous donner celle-là. D'accord? Donc, je veux faire un développement limité en y en fixant x. Donc ici, je réduis au même dénominateur. Je vais avoir ici y2 au numérateur y2 plus 2xy. Les x2 disparaissent, c'est ça qui est important. Au dénominateur, je vais avoir le produit des deux. Donc je peux écrire un développement limité en y avec 1 sur x4, facteur de 1 moins 2y sur x. Ça va me suffire. Voilà. Et pareil, ici, je peux faire la même chose là. Mais c'est du degré 3. Voilà, on va avoir du degré 3 ici. Bien, alors vous pouvez essayer de le faire. Hein, voilà. Epsilon 2 de y, ben, c'est 1 sur y2. D'accord? Donc ça, c'est le terme. Ensuite, il va y avoir un terme constant. Et ben, on va retrouver 2 zeta de 2. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir, bon, c'est une fonction paire, hein, on va avoir des termes en y2. Voilà. En gros, on a besoin de ça, et puis de l'équivalent de ça quand on est en degré 3. Voilà. Alors, je vous avais dit, on va identifier les termes du développement limité en y égale 0. Donc, on s'attend à des termes en y, 1 sur y2, mais en fait, vous avez 0 ici, parce que ici, vous avez du y2, mais à cause de l'élimination de x2 ici, on n'a pas vraiment de terme en 1 sur y2, parce qu'il faudrait un terme constant ici, et on n'a pas de terme constant parce que les x2 ont disparu. Donc on a 0 ici. Et à droite, eh bien oui, ici on n'a pas de terme de toute façon en 1 sur y2. Donc on a 0 égale 0. Voilà ce que ça nous donne. Bah oui, 0 partout, la balle au centre. Terme en 1 sur y. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va avoir à gauche? Eh bien, vous voyez ce qu'on va avoir. Ici, on a x sur x4, parce que les termes en 1 sur y, hein, vous voyez, vous allez en obtenir quand vous allez multiplier ce terme-là par celui-ci. Et on va avoir du 2 sur x3. Quand on va rendre ça périodique, ça va nous donner 2 epsilon 3 de x. Et à droite, vous allez prendre, ici, vous allez avoir un terme en 1 sur y, et ici, vous allez avoir, bah, quand y égale 0, vous allez avoir un terme constant. Si vous posez y égale 0, ça va s'éliminer. Vous allez avoir epsilon 3, donc vous avez 2 epsilon 3 de x. Bon. Pareil, un partout, la balle au centre. Ok. Alors là, maintenant, on attaque les termes constants. Et là, ça va devenir intéressant. Parce qu'ici, les termes constants, donc comme on a du 1 sur y2, il faut regarder les termes en y2 ici. Là, vous allez avoir y2 fois 1, donc 1. Et ici, vous allez avoir du moins 2 fois 2. Donc, vous allez avoir du 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Mais epsilon 4, parce qu'ici, vous avez du 1 sur x4. 1 epsilon 4. Ici, vous avez moins... Bon, le terme constant, ben, comme z est égal à x plus y, en y, et quand on fait y égale 0, on a epsilon 2 carré, voilà. Et ici, ben, on fait un petit calcul, et on va tomber, bien sûr, sur 2 epsilon 3, epsilon 1, mais aussi moins 6, epsilon 4, quand on va regarder les termes constants de la même manière. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est facile à voir, de la même manière qu'on a fait ça ici. J'ai juste décomposé ici pour aider si quelqu'un a envie de le faire tout seul à la maison. Ok. Ce qui nous donne ici la formule 3 epsilon 4 égale 2 epsilon 3 epsilon 1 plus epsilon 2 carré. Bon. Que fait maintenant Eisenstein avec ça? C'est pas encore la formule qu'on veut. Hein. Eh ben, il va faire la même chose avec la variable z égale... Voilà, il va regarder ça en remplaçant
y par z. Ici, il va regarder ça comme une fonction, on fixe x, et on voit ça comme une fonction de la variable z, et c'est en z qu'on va regarder, en z égale 0, qu'on va regarder le développement limité. Et pareil, il va obtenir epsilon 2 carré moins 4, cette fois-ci il y a la fonction de zeta, qui vient de là, hein, zeta de 2, epsilon 2 égale epsilon 4. Essayez de faire le calcul, il est amusant, vous pouvez le faire. Bien. Ok, maintenant on a deux formules qui contiennent epsilon 4, on va pouvoir éliminer epsilon 4, et avec ces deux formules, on obtient epsilon 2 est égal à epsilon 1, epsilon 3 plus 6 zeta de 2, epsilon 2. Eisenstein a cette formule. Qu'est-ce qu'il fait? Il la dérive. Parce que je vous rappelle que epsilon k, quand on vous le dérivez, ça fait moins k, epsilon, k plus 1. Bien sûr, par définition presque. Et puis, convergence, tout ce que vous voulez. Ici, quand vous allez dériver et simplifier, vous allez obtenir epsilon 2, epsilon 3, moins 4, zeta de 2, epsilon 3, est égal à epsilon 1, epsilon 4. Voilà. Et maintenant, avec cette formule et celle-là, on va pouvoir éliminer zeta de 2. Bien, on élimine zeta de 2 dans ces deux formules, et on obtient, miraculeusement, après simplification, epsilon 1, epsilon 2 égale epsilon 3. Qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Essayez de le démontrer à la main, vous allez voir, bon, non, on n'y arrive pas. Si quelqu'un arrive, vraiment, par une autre méthode, hein, qui me le dit. C'est surtout epsilon 1 qui est très très difficile à manipuler. Et donc maintenant, on va reprendre epsilon 1, epsilon 2 égale epsilon 3 dans cette formule. Alors il le dit dans son article, hein. Alors c'est très parlé, hein. C'est en allemand, c'est un article en allemand, mais très parlé. Les calculs, on les voit pas tellement, mais bon, c'est d'allemand, quoi. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon carré est égal à, parce que ici je multiplie par epsilon 1, et je vais simplifier, du coup je vais utiliser cette formule et simplifier, voilà, parce que chaque fois que j'ai epsilon 1, epsilon 2, j'ai un epsilon 3, et je peux du coup simplifier par epsilon 3, et là ça commence à me donner epsilon 2 égale epsilon 1 carré plus 6 zeta de 2. Ça y est, il y est arrivé. Et comme 6 zeta de 2 c'est pi 2, ça fait epsilon 2 égale epsilon 1 carré plus pi 2. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Maintenant, on peut se demander comment Eisenstein a fait ça. Encore un autre tour de force, mais encore basé sur une autre formule à 4 variables, une somme d'Eisenstein, comme on avait avec P et Q, mais cette fois-ci avec 4 variables qu'il appelle P, Q, P', Q'. Et il obtient, toujours pareil, en faisant des développements limités, en identifiant les développements limités, cette formule-là, un tour de force. Bien, maintenant, bon, on va dire qu'on dispose de ces formules, et qu'est-ce qu'on va en faire? On a donc une fonction epsilon 1 qui est périodique, on a ici un groupe R sur Z, ici, donc je passe au quotient évidemment, puisque c'est périodique, hein. On a une application qui va de R sur Z dans R, mais ici vous avez une structure de groupe, mais ici c'est pas epsilon 1 de X plus epsilon 1 de Y. Donc que signifie ceci? Voilà, que signifie, en termes de groupe, cette étoile? Eh bien, ça, lui, il le sait à l'avance, et c'est ça qu'il veut, il va l'envoyer sur une parabole. Là, ça fait sens. Comment il va l'envoyer sur une parabole? Il va envoyer en fait x sur le couple epsilon 1, epsilon 1 prime, la dérivée. Donc vous avez compris que la dérivée, ça veut dire que lui, c'est moins x2 moins pi2, d'après ce qui précède ici. Donc on est bien sur une parabole P d'équation y égale moins x2 moins pi2. Pourquoi il l'envoie sur une parabole? Parce que la parabole possède une structure de groupe, et même énormément de structures de groupe en fonction de la droite qu'on lui rajoute. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, ça devient bon. On a epsilon 1 prime, la dérivée, donc qui envoie le groupe R sur Z sur la parabole qu'on va munir d'une structure de groupe adaptée. Regardez, puisque c'est y égale moins x2 moins pi2, on sait qu'on a une structure de groupe si on fait quoi? Eh bien,
regardez, vous prenez 2 points de la parabole, vous regardez la droite, hein, passant par ces 2 points, bon, ils sont distincts, bon, si c'est un seul point, bah, si vous voulez doubler un point, vous prenez la tangente, ici, et vous coupez avec l'axe des X, vous reprojetez ici sur la parabole, et ça, on sait en général que ça nous donne une structure de groupe sur les coniques, hein, et aussi sur les courbes elliptiques d'une certaine manière. Bien, bien, alors on va faire le calcul maintenant. On prend 2 points, d'accord? On va appeler donc x0, y0, x1, y1. Donc cette droite va être d'équation grand Y égale x moins x0, y1 moins y0 sur x1 moins x0 plus y0, voilà, donc ça c'est l'équation de cette droite. Si on doit prendre donc l'intersection avec y égale 0 et on va en chercher l'abscisse x2, eh bien ça va nous donner x2 égale moins y0, x1 moins x0 sur y1 moins y0 plus x0, et je remplace y1 et y0 par leur correspondant ici. Je fais une différence de 2 carrés ici, bien sûr, et ça va me donner exactement ce qu'on voulait, x2 égale x0, x1 moins pi2 sur x0 plus x1, c'est-à-dire exactement ce qu'il me fallait pour obtenir un morphisme de groupe entre, ici, entre R sur Z et ma parabole. Voilà. Bon, la trigonométrie, c'est sur les cercles. Là, on est arrivé à une parabole. Ben là, il n'y a plus qu'à prendre la transformation de Cayley. C'est-à-dire que ce point-là va être transformé et va être envoyé sur le cercle par une fonction E. Comme y dépend de x, je peux regarder cette fonction uniquement sur R. À t, donc ça va être une transformation de Cayley, une transformation homographique. T plus pi sur t moins pi. Je vous rappelle que pi a été défini. Bon, i, de toute façon, ça c'est pas de la trigonométrie, ça c'est le i des complexes. Et là, évidemment, comme t est réel, bah, ça c'est de norme 1, donc ça va aller dans le cercle, et c'est inversible. Donc maintenant, je vais prendre l'application qui va de R sur Z de tout à l'heure, je le regarde juste sur les abscisses, et là, je vais avoir une application E. Je veux regarder ce que c'est que E de x plus y. Bah ici, c'est donc, par définition, epsilon 1 de x plus y plus pi sur epsilon 1 de x plus y moins pi. Ça va être, évidemment, par construction périodique, puisque c'est sur R sur Z de période 1. Et ici, je développe, bien sûr. Donc, epsilon 1 de x plus y, Eisenstein a obtenu la formule. Et donc, du coup, en développant, avec la formule qu'on avait tout à l'heure, ça va nous faire cette grande formule-là. Hein, je multiplie par epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y. Hein, je rappelle que donc epsilon 1 de x plus y, c'est epsilon 1 de x, epsilon 1 de y, moins pi 2 sur epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y. Voilà. Et donc, je multiplie. Quand je multiplie, là maintenant, je vais reconnaître ici epsilon 1 de x plus ipi, epsilon 1 de x moins ipi fois la même chose en y, ce qui va faire que, comme attendu, on a e de x plus y est égal à e de x plus e de y. Et qu'est-ce qu'on a fait finalement? Notre parabole de tout à l'heure, quand on avait notre parabole ici, eh bien, on l'a envoyé sur un cercle par la transformation de Cayley. Alors maintenant, on peut regarder les points où ils vont. Donc ici, on avait pris 1,5. 1,5, vous voyez, ici, donc ça fait 0. D'accord? Parce qu'on avait vu que l'image de 1,5 tout à l'heure par epsilon 1, c'était égal à 0. C'était un petit exercice. Donc ici, on a 0. Ça nous fait donc moins 1 ici, puisque t est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on va avoir ce point-là qui va être envoyé sur ce point-là. Voilà. Et évidemment, en 0, là, il y a un pôle, donc on est en l'infini ici, et en l'infini, ici, ça fait 1. Donc, vous avez reconnu, e de x, c'est rien d'autre que exponentielle de 2i pi x.
Hein, voilà, on voulait tendre vers cette fonction-là. C'est maintenant la porte ouverte pour Weierstrass pour construire ces fonctions elliptiques où R va être remplacé par C, Z va être remplacé par un réseau de C. Donc ici, on va avoir des fonctions, on va dire, doublement périodiques. Elles vont être périodiques sur un axe et sur un autre axe, d'accord? Vous avez une double période. Et au lieu d'aller dans la parabole ou dans le cercle, eh ben, ça ira vers des fonctions qu'on appelle elliptiques avec des fonctions de Weierstrass, ici, hein, où Z va être envoyé sur des fonctions comme ça qui sont doublement périodiques, qu'on aura construit de façon complètement naturelle, on appelle les fonctions P de Weierstrass, et P de Z, P' de Z va nous donner une application vers des fonctions elliptiques sur C. Voilà, c'est le point de départ, une genèse émouvante de toute une théorie des nombres. Et en même temps, un énorme tour de force de Monsieur Eisenstein, extraordinaire. Voilà. Es ist soweit. Allemand, lu, écrit, parlé. Indispensable pour toute mission.